Dimanche 18 avril 2021, mesdames et messieurs, vous regardez Espace TV. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission Club de l'Actu, l'émission qui vous permet de mieux comprendre les faits marquants de la semaine qui s'écoule. Le Conseil des ministres de cette semaine a jeté un projecteur sur le système éducatif guinéen. Comment mettre l'école guinéenne au diapason des nouvelles technologies. Le président de la République encourage les ministres du système éducatif à poursuivre et intensifier en collaboration avec le ministère en charge des télécommunications l'intégration de la technique biométrique dans la gestion de leur département afin de lutter efficacement contre la fraude et les détournements, mais aussi qualifier davantage l'école guinéenne. Ce n'est pas tout. Le chef de l'État donne au gouvernement des instructions nécessaires pour l'organisation d'états généraux, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de la justice, dans le but d'établir un diagnostic sans complaisance et suggérer des solutions adéquates et concertées aux maux qui affectent ces secteurs importants de la vie nationale. Un premier élément qu'on va essayer de décrypter dans cette émission. 500 millions de dollars américains, c'est la bagatelle que vient de rater l'État guinéen et il s'agit des conséquences de son inéligibilité au Millennium Challenge Corporation. Le ministère en charge des investissements et des partenariats publics-privés a informé que la Guinée, bien qu'ayant validé 9 des 20 indicateurs du MCC, n'a cependant pas pu accéder à ce programme. La bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques, l'état de droit, la création d'un environnement propice à l'initiative privée, l'engagement de l'État à faire des investissements dans le secteur social sont entre autres indices de bonne gouvernance qui entrent en jeu dans le processus de validation. Alors, ces questions, on va se les poser cette soirée pour savoir pourquoi la Guinée n'a-t-elle pas pu être à ce rendez-vous, pourquoi a pu perdre ou rater cette bagatelle, même si de l'autre côté, le ministère rassure que les manœuvres sont en cours pour atteindre désormais les objectifs. Violence et violation des droits de l'homme en Guinée lors des élections politiques en 2020 et des jours qui ont suivi cette date. 32 eurodéputés écrivent une lettre conjointe au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Et il s'agit dans cette lettre de lui signifier leurs préoccupations majeures face à cette situation qui interpelle l'institution. Ils cherchent notamment à savoir comment l'Union européenne compte-t-elle mettre en action son nouvel instrument de sanctions pour sanctionner des personnalités responsables de violations graves des droits humains en Guinée. Et pour en parler, un activiste de défense des droits de l'homme est avec nous dans ces studios. On en parlera bien également avec des professionnels de médias. Et pendant ce temps à Conakry, le ministre de la Justice s'est réjoui d'une loi. Nous avons visé, il le dit ainsi, l'ensemble des comportements qui étaient soit peu réprimés, mal réprimés ou qui ne faisaient l'objet d'aucune incrimination spéciale. Pourtant, il est établi aujourd'hui qu'après nos constats, que ces comportements deviennent des facteurs récurrents de troubles systématiques à l'ordre public. Comment cette autre question est analysée avec, bien sûr, l'adoption d'un projet de loi par l'Assemblée nationale sur la protection des forces de l'ordre, mais aussi des deniers publics. Toutes ces questions vont être passées au peigne fin avec 4 invités, 5 en prolongation. Vous le comprendrez. D'abord, Tcherno Amadou Kamara, il est administrateur général du site guinée114.com. Monsieur Kamara, bonsoir. Bonsoir Daouda, bonsoir au téléspectateur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Notre autre invité, Lansana Kamara, lui il est administrateur général du site conakrylive.info. Monsieur Kamara, à vous également, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Et merci d'avoir accepté notre invitation, vous aussi. Merci. L'autre invité, Mamadou Kali Diallo, il est activiste de défense des droits de l'homme, mais aussi coordinateur du projet Baïonnette Intelligente. Il va nous dire tout à l'heure qu'est-ce que c'est et à quel niveau le programme se trouve aujourd'hui. Monsieur Diallo, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Monsieur Daouda Mohamed Kamara et bonsoir à vos téléspectateurs. L'autre invité, le quatrième, il faut le dire, Ousmane Kankou Kaba, il est le frère d'une des victimes, nous dit-on, de la consommation d'une boîte de conserve, il faut le dire, de corned-beef comme on l'appelle chez nous. Monsieur Ousmane Kankou Kaba, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'aller au fond de tous ces éléments, je vous invite à suivre cette revue de presse que nous propose Djibril Ba de la rédaction de Espace TV.
Bonsoir à tous et à toutes. À la une cette semaine, le SLEG, dirigé par Aboubacar Souma, après de longs moments de mutisme, était en conférence de presse ce mardi 13 avril à son siège à Dixine. Peut-on lire en première ligne de l'article de Mosaïque? Mais il s'agit de quoi? Aboubacar Souma demande la révision et l'annulation de certaines dispositions de la loi L027. Pour des précisions, la loi L027, dans son article 39, interdit à tout retraité d'exercer une fonction syndicale pour donner une légitimité à leurs revendications. Aboubacar Souma et ses collègues s'appuient notamment sur les articles 3 et 8 de la Convention 87 de l'Organisation internationale du travail qui protège les syndicalistes. Le mouvement syndical guinéen ne va pas tolérer l'immixtion du gouvernement dans les affaires syndicales et se battra autant que faire se peut par les moyens légaux pour le respect des droits et libertés syndicales qui lui sont conférés par des lois supranationales à travers les conventions internationales obtenues au prix de lourds sacrifices consentis par le monde du travail, relève la Guinée.info. Le site d'information ledjeli.com de rapporter que cette loi L027, on peut dire que ça a été voté contre le SLEG d'Aboubacar Souma. Qui peut dire qu'un travailleur à l'interne ne peut pas exercer ses fonctions syndicales? Quels sont les critères qui peuvent annuler ses activités? Se pose des questions Aboubacar Souma, cité par Le Quotidien. Guinée 114 se pose à son tour la question, Aboubacar Souma parlait-il vraiment au nom de tous les travailleurs? C'est une loi qui est prise entre 2019 et 2020 et c'est parce que le SLEG a eu à revendiquer ses droits légitimes que cette loi-là a été votée. Sinon, depuis l'avènement de la Troisième République jusqu'en 2019, cela n'a jamais été, on n'a jamais parlé de ça. On peut dire que c'est une loi qui a été votée contre le SLEG, mais pour nous, c'est contre tout le mouvement syndical, explique Souma, cité par l'auteur de l'article. Cependant, si Aboubacar Souma affirme avoir agi au nom de l'ensemble des syndicalistes, d'autres leaders syndicaux contactés ont refuté cette affirmation, relève le site inquisiteur.net, car au-delà de l'article 39, le SNE pointe du doigt un article plus liberticide pour les travailleurs en général. À la une des médias cette semaine, le journaliste Amadou Djoulde Diallo retourne en prison. Note convergence, gn.com, Vision Guinée rappelle que le procureur a requis 5 millions de francs guinéens contre le journaliste. Sidi Souleymane Ndiaye, à plusieurs reprises, a indiqué qu'il y a bel et bien eu offense à l'endroit du chef de l'État. Les propos tenus par Amadou Djoulde Diallo sur les ondes de Lynx FM sont graves. Le Lynx.net écrit que cette attitude de Sidi Souleymane Ndiaye prouve de manière très nette qu'il n'est heureux que lorsqu'il envoie des citoyens en prison. Dans le dossier de Amadou Djoulde Diallo, il doit sans doute regretter que le législateur ne prévoit pas des peines privatives de liberté. Sidi Souleymane Ndiaye ou l'incarnation du mal absolu, titre à sa une la Guinée.info, Sekou Koundouno, cité par notre confrère. Le procureur de la République, en voulant à tout prix faire du mal à un justiciable, s'est tout simplement couvert du ridicule aux yeux du monde. Cette attitude se comprend aisément dans la mesure où ce procureur est obligé de tout faire pour bénéficier de la protection d'Alpha Condé pour son maintien à son poste. Il est allé tellement loin dans les actes nuisibles contre les militants de la démocratie qu'il ne peut plus faire machine arrière. Il est obligé de faire encore plus mal. Sa carrière de magistrat est liée au régime d'Alpha Condé. Également à Djibril Ba pour cette revue de la presse. Il faut le dire que c'est de la rédaction de Espace TV. Alors, la question qui n'existe pas dans cette revue, rapidement, qui existe dans la revue, mais qui n'est pas au menu avec nous, c'est bien l'affaire Djoulde Diallo. Et il a été certes jugé sur la base de la loi L002, mais il est retourné encore en prison pour le délibéré. Et ça va être dans 2 semaines. Oui, effectivement, dans 2 semaines. Et Djoulde Diallo aura fait 2 ans de la prison parce qu'il a fait plus d'un mois en prison. Et il faut rappeler rapidement que ce que le procureur a requis, c'est une amende, je pense, de 5 millions de francs guinéens. Pour le moment, il n'y a pas, ce n'était même pas envisageable qu'il y ait une peine de prison. Ce qu'il a fait, si les faits sont établis. Oui. Parce qu'il s'agit d'un délit par voie de presse.
Et ce qui est déplorable, c'est que et souvent les avocats me le disent, et les juristes aussi, les juges aussi, le principe c'est la liberté et la prison c'est l'exception. Ouais. Mais le cas de Jules Diallo nous montre le contraire, parce que à partir du moment où le procureur lui-même n'a pas requis une peine de prison, et que le monsieur a fait 2 ans, 1 mois en prison, en détention, et moi je saluerais une décision lors de ce procès-là, à l'issue de ce procès, que le juge par exemple décide de le mettre à la disposition de ses avocats, lui accorder une certaine liberté provisoire en attendant que la procédure, le procès ne finisse, qu'on le laisse. Mais là il retourne encore en prison, il va faire 2 semaines supplémentaire de prison. Il aura fait près de 2 mois, ouais. 2 mois de prison, comme on le dit, de prison gratuite. Je pense que ce n'est pas une bonne leçon, mais tout ça se passe après, lorsque les organismes internationaux nous notent, et dans des rapports là, on s'étonne, on se plaint, mais c'est par des actes comme ça justement que le pays ne fait que dégringoler en matière de cotation à l'international. Oui, Lansana Camara, cette question, vous, il faut le rappeler, vous avez été parmi les cobayes de cette situation, de cette violation des dispositions de la loi L002. Oui. Je pense que, comme mon confrère l'a dit tantôt, c'est vraiment déplorable ce que nous avons constaté dans le traitement du dossier du doyen Goldé, parce qu'il faut rappeler que si le journaliste est interpellé par la justice et sur la base de la loi L0D, qui est la loi qui doit en principe être appliquée lorsqu'il s'agit d'un délit de presse, en principe, la personne ne doit pas faire la prison. Sauf qu'avec nos juges actuels, l'argument souvent que les juges placent, c'est que dans la phase d'instruction, donc dans la phase d'enquête par rapport au délit qui a été commis, ils se donnent la liberté, n'est-ce pas, à travers d'autres lois organiques notamment, de mettre la personne en garde à vue ou en détention préventive. C'est-à-dire que dans leur jargon, ils n'appellent pas ça la prison, ça a été mon cas. On n'appelle pas ça la prison, mais on dit, puisque nous avons besoin de faire des enquêtes, puisque nous avons besoin de réunir tous les éléments en cette phase d'instruction avant de vous envoyer devant un juge correctionnel, alors là, nous avons besoin de vous maintenir quelque part, alors de vous garder. Pendant ce temps, si quel que soit l'état. Que c'est pas une prison, mais oui, bien sûr. À sa sortie, il n'a pas pu reconnaître sa femme qui est en face. Attendez, c'était compliqué parce qu'il fallait d'abord regarder de gauche à droite le soleil. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, franchement, ce n'est vraiment pas une situation appréciable, parce que mon confrère l'a dit, tout cela entre en jeu lorsque le pays est noté par certains organismes au niveau international, par certaines ONG et même par certaines institutions internationales. Ouais. Donc, si un journaliste a des soucis, ou si vous voulez, si un journaliste est en conflit avec la loi L0D a été uniquement votée dans ce sens-là, adoptée dans ce sens-là. Oui. Donc, il faut faire application de cette loi. Vous l'avez dit tantôt dans votre introduction. Qu'est-ce qui a empêché ce juge-là de mettre Amadou Diallo à la disposition d'un avocat? Oui. Il peut se présenter chaque fois qu'il le veut. Il suffit d'appeler l'avocat et Amadou Diallo va se présenter. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment ça n'a pas été une bonne décision. Et ce que nous souhaiterons pour finir, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont qu'à accélérer ce dossier, parce que pratiquement, on ne voit pas assez, n'est-ce pas, les tenants, ou si vous voulez, le fondement dans l'accusation qu'on porte contre lui. D'accord. Même s'il faut le dire, Amadou Diallo, il est resté catégorique. Ses propos, il ne les nie pas. Il rappelle juste que ce qu'il a fait, il n'a fait qu'interpeller sur un certain nombre de faits aujourd'hui qui gangrènent notre pays, notamment les différentes sorties du chef de l'État, le président de la République, le professeur Alpha Condé. Oui, Mamadou Kali Diallo, vous êtes activiste de défense des droits de l'homme. Les gens pensent par endroit que cette loi L002, elle est exclusivement pour les journalistes, mais c'est pour tout citoyen, en tout cas, qui s'exprime par voie de presse. Il doit être jugé sur la base de cette loi. Ce n'est pas que pour les journalistes. Effectivement, ce n'est pas que pour les journalistes, il suffit juste que l'acte soit commis par voie de presse. Oui. Malheureusement, Tcherno l'a dit, vous avez vu, il est en prison, il faut le dire de façon pragmatique, sauf que le problème, disons que le procureur, sur la base de la loi L002, demande la peine maximale, qui est 5 millions, mais le problème c'est quoi? On va appliquer cette loi,
disons qu'il va payer les 5 millions, mais le problème, c'est que l'État ne va pas, c'est-à-dire accorder une réparation par rapport au préjudice subi. Et ça, tout cela entre en jeu. Et si vous dites qu'il y a des violations des droits de l'homme, parfois le gouvernement s'indigne, dit non, alors que ce sont des petits détails importants, d'autant plus que la privation de la liberté doit être vraiment exceptionnelle. Elle doit être vraiment exceptionnelle. C'est quand tous les critères sont réunis qui font que cette personne, que ce citoyen doit être privé de ses libertés qu'on doit le faire. Mais aujourd'hui, on fait allégation, on se sert de la comment on appelle la loi sur la la gestion préventive pour mettre les gens qui ne devaient pas être mis en prison. Et malheureusement, c'est devenu une arme fatale aux opinions contraires. Et voilà que ça résulte beaucoup de violations des droits de l'homme, des libertés qui font que vraiment ça donne une mauvaise image de marque du pays à l'interne et à l'externe. Sans transition, on va changer de sujet et avec cet autre invité que nous avons dans ce studio, Ousmane Kanko Kaba. Il est le frère de cette victime, nous dit-on, de consommation d'une conserve qui est corne-bœuf, vous le verrez tout à l'heure. Et monsieur Ousmane Kanko Kaba, votre frère, vous nous apprenez depuis avant-hier nuit que suite à la consommation d'une conserve, il en est mort. Il y a 4 autres enfants aujourd'hui qui sont hospitalisés. Dites-nous comment les choses se sont passées pour que vous accusiez la consommation de ce corps de bœuf. Ok, merci beaucoup Daouda Mohamed pour cette opportunité que vous nous offrez pour nous expliquer pour nous exprimer sur cette situation qui a coûté la vie à notre frère, M. Toumani Sangaré. Donc c'était le mercredi soir, après une journée de travail, l'un de ses enfants, en rentrant à la maison, a acheté une boîte de conserve, donc de corne-bœuf de marque Odérich. Maintenant il est venu, il a offert ça à son papa. À l'aube, après avoir mangé le riz, le papa a décidé de partager cette boîte avec la famille. Mais c'est trouvé que celui qui a acheté la boîte, après avoir mangé le riz, il disait que c'était bon. Donc il était rassasié, ainsi que la maman et un autre enfant. Donc les 3 n'ont pas mangé, n'ont pas consommé cette boîte. Maintenant le papa a partagé cette boîte avec 4 autres de ses enfants. Donc il a mis ça dans les pains, il a partagé et puis bon, ils ont mangé. Après le matin, le papa est parti au boulot pour ne revenir que vers 16h, 17h. Et entre-temps, avant son arrivée, les enfants souffraient de la diarrhée, des douleurs abdominales. Donc, et en plus, il y avait une sorte de paresse générale qui était là, qui leur empêchait même de se mouvoir, de fatigue générale. Donc, même soulever la main comme ça, c'était des problèmes. Donc, comme s'ils supportaient un poids qui leur empêchait de se mouvoir correctement, comme ils le faisaient. Donc, on a contacté un médecin du quartier qui est venu leur consulter. Et après cette première consultation, le papa est venu le soir, il était supporté par d'autres personnes, donc qui l'ont assisté à pouvoir quitter Madina pour la maison. Donc le papa aussi ressentait les mêmes douleurs. Donc il ressentait les mêmes douleurs et la même fatigue générale, etc. C'est ainsi, comme il faisait presque nuit, on a dit, bon, il faut attendre après la rupture, contacter un médecin pour des soins d'urgence. Maintenant, ce qui fut fait, et le médecin qui a été contacté n'a pas accepté de se déplacer. Il demandait qu'on envoie les malades. Bon, on lui a fait comprendre que vraiment, ils ne peuvent pas se déplacer maintenant. Là, ils sont au nombre de 4. Donc, on lui a expliqué la situation, mais malheureusement, il ne s'est pas déplacé. On a dit, bon, d'accord, attendons le matin, de bonne heure, on va les envoyer tous à l'hôpital. Le matin, on les a envoyés à l'hôpital. Le médecin qui les a reçus, d'abord il a consulté le vieux, le défunt Toumani Sangaré, et il a trouvé que sa tension était à 0. Donc il a donné des remontants, il a fait des traitements d'urgence et la tension est remontée à 9. Et le défunt avait commencé à s'y retrouver, donc tout commençait à aller pour le mieux. Maintenant il a demandé de partir à la maison et revenir la nuit. Il était presque 16 heures. Donc le même traitement, les 4 enfants ont suivi le même traitement. Nous sommes retournés à la maison et le temps pour nous, on a
pour le cas spécifique du vieux, on lui a mis... une perfusion non, oui, les perfusions de l'autre côté, chez le médecin, à l'hôpital. Mais arrivé à la maison, donc on lui a fait rentrer dans sa chambre et on lui a fait coucher. Mais il était comme s'il était paralysé. Donc la position à laquelle on lui a mis, il est resté sur cette position. Tu viens, tu prends sa main comme ça, tu le mets là, la main reste là-bas. Donc lui-même, en personne, il ne pouvait rien faire de lui-même. Oui, il était immobile presque. Il était immobile presque. Mais conscient. Oui, conscient, effectivement. Donc on dit, bon d'accord, il faut aller prier. Et après la prière, venir s'occuper de lui. D'abord, ça trouvait que sa femme avait préparé de la soupe pour lui. Et il y a, comment dirais-je, un de ses enfants, Mamoudou Sangaré, qui lui a donné cette soupe-là. Et après ça, il s'est couché. Donc nous autres, on est allés prier. Après la prière, on vient voir son état. Bon, il était presque mort. Il était mort. D'accord. Alors, comment vous avez pu accuser la boîte de conserve? Voilà. Est-ce que c'est le seul aliment qu'il a pris ou qu'ils ont pris, ou il y a eu d'autres aliments avant de prendre la boîte de conserve? Vous savez, généralement, à l'aube, quand les gens se lèvent pour déjeuner, les gens commencent toujours par le riz, généralement. On est qu'après le riz, maintenant vient le café. Donc, c'est ce qui fait fait. Et ce qui fait qu'on accuse cette boîte de conserve, c'est que les 3 autres qui ont mangé dans le même plat que les 5 autres, le papa et les 4 enfants qui sont victimes de tous ces malaises-là, les 3 autres n'ont pas eu de problème. Aucun problème. Ils n'ont pas consommé cette boîte de conserve. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes au niveau de l'hôpital. Les 4 autres sont hospitalisés là. Est-ce que le service contrôle qualité s'est approché pour savoir est-ce que c'est le corned-beef là ou c'est pas, c'est autre chose? Où en êtes-vous avec le traitement et l'apport du service contrôle qualité? D'abord, hier, il y a un communiqué du ministère du Commerce qui a passé. Donc, demandant la suspension de la vente et la consommation de cette boîte de conserve de marque Odérich. On est d'accord. Donc, le communiqué officiel est sorti. Nous avons contacté le service contrôle qualité qui a dépêché le responsable de la zone de Bessia, un certain monsieur Barry, qui est parti la même nuit là, parce que le truc a été consommé le mercredi, le décès est survenu le jeudi. On est d'accord. Maintenant, nous les avons contactés, ils ont envoyé le chef de zone qui est allé jusqu'en famille. Et il y a eu tout ce qu'il fallait faire. Les autorités communales ont été informées. Et après, on a pris le corps, on l'a envoyé à l'hôpital. À la mosquée. Maintenant, arrivé là-bas, nous avons décidé avec les autorités du quartier d'envoyer le corps à Ignace Dine pour des faits d'autopsie. Donc, ce qui fut fait. Arrivé là-bas, les gars disent maintenant, bon, pour faire l'autopsie, parce que nous, c'est ce que nous avons demandé, il faut faire le prélèvement, envoyer l'échantillon à Dakar ou en France. Et ça, aux frais de la famille. Aux frais de la famille? Oui, aux frais de la famille, oui. Aux frais de la famille. Nous leur avons dit que non, on ne comprend pas. Il y a des merchandisistes en Guinée ici qui peuvent faire ce genre de trucs. Donc, mais si vous demandez d'envoyer ça à Dakar ou en France et aux frais de la famille n'a pas ces moyens-là. Maintenant, pourquoi ne pas le faire ici? Donc ils disent non. On dit d'accord. Maintenant que c'est non, remettez-nous le corps. On va au moins inhumer notre frère. Vous comprenez? Ils disent d'accord. Pour nous remettre le corps, il faut faire un engagement de non-poursuite. Un engagement de non-poursuite, c'est le terme employé par le médecin. Nous avons dit d'accord, il n'y a aucun problème. Maintenant on est venu, ils se disent bon, il faut aller voir le commissariat central de Bessia, puisque c'est le commissariat après le décès, c'est le commissariat central qui a dépêché des agents pour aller quadriller le coin. Donc ils ont même arrêté le boutiquier avec lequel nous avons acheté la boîte de conserve. Donc le commissaire central était prêt à faire l'engagement. On est d'accord à signer et cacheter tout ça. Mais il s'est dit, bon, attendez, je vais demander l'avis du procureur. Il a appelé le procureur. Le procureur dit non, ne signez pas pour l'instant. J'ai été saisi par la DPJ pour un cas similaire. Maintenant, le cas similaire, nous ne savons pas si c'est le cas de notre frère ou si c'est un autre cas. Donc, ce sont les propos du procureur. Le procureur dit ne signe pas pour le moment. Donc, j'ai été saisi par la DPJ pour un cas similaire. D'accord. Donc, aujourd'hui, concrètement, vous n'avez pas signé pour récupérer votre corps. Le corps, il est à Ignace Dine encore. Les enfants sont sous soins. Aux frais de qui? De la famille? Aux frais de la famille. Aux frais de la famille. Les deux, puisqu'ils sont au nombre de 4. Maintenant, les plus âgés, leur état était très critique.
À Ignasdine, là-bas, on nous a recommandé de les envoyer à Nongo, dans un centre qui serait approprié pour ce genre de traitement. Donc, c'est un centre privé ou public? Bon, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais certainement. Je ne sais pas. D'accord. Franchement, on a envoyé les deux là-bas. Ils sont présentement sous soins intensifs. Et les moins âgés sont encore à Ignasdine. Donc, vous avez déjà les images de ces moins âgés-là. Oui, donc, ils sont encore à Ignasdine. Et je vous signale que tout ce qui a été fait comme frais, c'est la famille qui a payé. Et les voisins qui sont venus en aide à la famille. Aucune faveur ne vous a été faite. Alors aujourd'hui, comme il a été dit, l'autopsie doit être fait du côté de Dakar ou du côté de la France, et on vous demande à vous de payer ces frais. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est une manière pour ces autorités, en tout cas médicales, de vous amener au désistement ou quoi? En tout cas, c'est ce à quoi nous pensons. Honnêtement, parce que nous savons qu'il y a des médecins légistes en Guinée. Souvenez-vous, lors des manifestations politiques, il y a eu des cas d'assassinat. L'autopsie de ces cas d'assassinat ont été faites en Guinée, ici. Oui. Donc le professeur Hassan, je crois que c'est Hassan Ba, il est là avec toute son équipe. Donc les autopsies, il y a beaucoup d'autopsies qui se sont effectuées en tout cas, en Guinée. Justement, vous avez parlé que la famille a saisi des services, mais est-ce que vous avez porté plainte contre X, par exemple? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Parce que nous attendons la première des choses. Nous demandons, parce qu'on a un appel à lancer à l'État. L'État, d'abord, la première des choses, c'est quoi? C'est de prendre en charge l'autopsie. Nous demandons aux autorités compétentes de prendre en charge l'autopsie. Afin que, vraiment, le doute que nous avons sur cette boîte de conserve soit confirmé ou infirmé à travers l'autopsie. Puisqu'on s'est dit que beaucoup d'autres personnes peuvent se retrouver dans la même situation. On ne le sait pas. Parce que mais si l'autopsie est faite, on connaît la cause réelle. L'importateur, la société importatrice de ce produit peut être saisie et les dispositions idoines seront prises pour vraiment stopper. Parce que si l'autopsie n'est pas faite aujourd'hui pour savoir effectivement est-ce que c'est la cause, c'est la boîte de conserve ou c'est pas la boîte de conserve, ça peut quand même amener à douter davantage de cette boîte, de cette marque, mais aussi d'autres boîtes de conserve, et cela peut être fait à tort ou à raison. Exactement. Donc il faut bien aujourd'hui que la deuxième chose que nous demandons à l'État, c'est de prendre en charge les 4 enfants, les 4 frères qui sont malades. Puisque aujourd'hui, ça fait 3 jours. Imaginez du mercredi jusqu'à maintenant là. Est-ce que vous comprenez? Ça fait pratiquement 4 jours. Ils sont couchés, leur situation ne s'améliore pas. Les moins âgés là, après chaque 1 heure, il faut qu'ils partent au sel. Ils font la diarrhée. Et maintenant, si rien n'est fait, on risque de les perdre. D'accord. Ils risquent de rejoindre leur papa. On ne le souhaite pas. Mais ce qui est là, ce qui est dans leur ventre est en train de les ronger à petit feu. Donc le gouvernement, que l'État les prenne en charge pour des soins appropriés. D'accord. Pour cet appel, le directeur général de l'hôpital Ignasdine, Awada, c'est Awada bien sûr, hein. Oui, Awada est interpellé, pas qu'il soit interpellé, mais qu'il fasse indulgence, parce que de l'autre côté, ce sont là des vies qui sont en danger. Si toutefois il y a des possibilités de venir en aide à cette famille, parce que forcément, la famille ne peut pas forcément avoir tous les moyens aujourd'hui de lever d'abord le doute, mais aussi sauver la vie des 4 enfants. Les autorités, le ministère de la Santé, la présidence même de la République, la main vous est tendue pour venir au secours de cette famille, la famille Sangaré du côté de Gbessia, qui accuse certes la consommation de la boîte de conserve, mais est-ce que c'est ça vraiment? Pour lever tout équivoque, tout doute, il faut bien que l'État accepte de venir en aide à cette famille. Monsieur Ousmane Kankou Kaba, merci d'être passé. Nous souhaitons vraiment que l'État entendra, ou les autorités entendront votre appel et vous viendront au secours. On l'espère. On l'espère vraiment. Parce que ce qui est déplorable aussi dans ça, votre média a déployé une équipe de reporters hier pour aller s'enquérir des réalités des choses. Maintenant, l'équipe qui était pilotée par M. Justin Leno est parti. Le directeur de cet hôpital n'a pas accepté vraiment qu'il fasse ce qu'il devrait faire. Et même
le petit qui est à côté des autres enfants, et le directeur a intimé à celui-ci de ne pas bouger. Et comme c'est un jeune, il est très jeune, il a eu peur de s'adresser à la parce qu'ils sont sous l'autorité de l'hôpital. Donc on souhaite vraiment et on prie Dieu que l'âme de votre frère repose en paix et que les 4 qui sont malades recouvrent leur santé. Merci d'être passé et on va suivre de très près cette situation. Alors, je le disais, le Conseil des ministres de cette semaine a jeté un projecteur sur le système éducatif guinéen, comment mettre l'école guinéenne au diapason de nouvelles technologies. Le président en fait une priorité. Alors, comment les enseignants, comment également les autres citoyens, les parents d'élèves, parce que chacun dans ce studio est parent d'élèves quelque part, perçoivent tout cela. On va suivre cet élément, cet extrait du compte-rendu du Conseil des ministres avec le ministre porte-parole du gouvernement, Aboubacar Silla. Le président de la République a vivement encouragé les ministres du système éducatif à poursuivre et intensifier, en collaboration avec le ministre en charge des télécommunications, l'intégration de la technique biométrique dans la gestion de leur département afin de lutter plus efficacement contre la fraude et les détournements et qualifier davantage l'école guinéenne en la mettant au diapason des nouvelles technologies.